Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Résumé de livres. Donc pour l'année 2020, je me suis fixé comme objectif de lire au moins 12 livres et j'ai prévu donc de les résumer sur cette chaîne YouTube pour à la fois moi me permettre de me rappeler des livres que je lis et aussi faire partager ça aux gens qui seraient intéressés par les livres, euh, par la liste de livres que je vais lire. Donc le premier livre de cette année, c'est un livre de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation, qui est sorti en 1984. La première édition est sortie en 1984 et a été republiée plusieurs fois depuis. Robert Cialdini, c'est un docteur en psychologie sociale et ce livre, Influence et manipulation, c'est un peu la bible de la psychologie sociale et de tous les principes de manipulation. L'objectif, c'est de comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion. Dans ce livre, l'auteur va donc décrire 6 principes psychologiques qui nous déterminent. Le premier, c'est la réciprocité. Le deuxième, l'engagement et la cohérence. Le troisième, la preuve sociale. Le quatrième, la sympathie. Le cinquième, l'autorité. Et le sixième, la rareté. Donc c'est un livre qui est assez dense, il fait 273 pages quand même, mais qui se lit assez facilement parce qu'il y a des exemples assez parlants et le livre est assez imagé. Il est organisé en 7 chapitres, un premier chapitre d'intro et 6 chapitres pour chacun des principes psychologiques. Donc c'est parti tout de suite pour le résumé chapitre par chapitre. L'auteur commence son premier chapitre en nous parlant de l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux et il nous explique que les animaux ont des réflexes automatiques vis-à-vis de certains stimuli. Il prend l'exemple de la dinde qui, lorsqu'elle entend le chip chip, le petit bruit que font ses enfants, donc ses dindonos, elle va forcément s'occuper d'eux, mais lorsque ses enfants ne font pas ce chip chip, ce petit bruit, ça veut dire qu'ils sont en mauvaise santé, donc elle ne s'occupera pas d'eux et même elle les attaquera, elle les tuera. Et ce que nous montre l'auteur, c'est que lorsque l'on prend le pire ennemi de la dinde, qui est le putois, on prend un putois empaillé, on met un magnéto à l'intérieur qui émet ce petit bruit chip chip, la dinde va s'occuper du putois comme si c'était son propre enfant. Donc c'est pour nous montrer en fait que les animaux ont des réflexes automatiques vis-à-vis de certains stimuli. Alors l'homme peut rire entre guillemets en entendant cet exemple parce que ça paraît assez ridicule, mais l'auteur nous dit calmez-vous, l'homme n'est pas supérieur, lui aussi il est sujet à ses réflexes automatiques et il a aussi un comportement conditionné en fonction de certains stimuli. On pourrait avoir honte d'être comme les animaux, d'être comme ça, mais en fait l'auteur nous explique que c'est une faculté qui nous a permis qui nous permet au quotidien de ne pas réfléchir et analyser chacune de nos prises de décision, parce que si on devait faire ça, on passerait notre temps à analyser, à peser le pour et le contre de chaque décision, et ça prendrait trop de temps. Donc c'est en fait une faculté qui nous a permis d'avancer et de nous développer. Mais forcément, comme toute faculté, il y a un revers de la médaille qui fait que certaines personnes vont abuser de ces réflexes automatiques et de ces comportements conditionnés des humains. Donc l'auteur donne 2 exemples de stimuli. Le premier, c'est la justification, l'emploi de parce que. On a beaucoup plus de chances d'obtenir ce que l'on veut lorsqu'on se justifie, lorsqu'on dit parce que et qu'on donne une raison derrière. Mais l'auteur nous explique également qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre une raison valable derrière et que juste l'évocation du parce que va faire qu'on va obtenir ce que l'on veut plus facilement. Ensuite, le deuxième stimuli, c'est le contraste. Ça, c'est un concept qui prouve qu'en fait nos perceptions sont influencées par les informations qu'on reçoit juste avant. C'est pour ça notamment qu'en vente par exemple, un vendeur si vous voulez acheter un pull et un costume par exemple, le vendeur va toujours commencer par vous montrer ce qui est le plus cher, les costumes, pour ensuite vous montrer les pulls et que vous ayez l'impression que les pulls sont moins chers que ce qu'ils sont vraiment, parce que qu'est-ce que c'est que 50 € à côté de 300 €. Donc l'objectif de ce livre, c'est d'analyser les 6 principes psychologiques que je vous ai évoqués juste avant et de voir en fait en quoi les comportements des hommes sont conditionnés et liés à ces principes. Le deuxième chapitre donc commence avec le premier principe qui est celui de la réciprocité. La réciprocité, c'est une des règles fondatrices de nos sociétés. Quand on reçoit, on se sent forcément redevable. Et c'est ça qui a permis les hommes de s'organiser, de diviser leurs tâches, etc. Puisqu'il y a forcément un moment où une personne a dû donner du gibier par exemple en espérant recevoir quelque chose, et les gens qui rendaient pas, on les a mis de côté, ils ont été écartés de la société, et donc on a gardé que les gens qui avaient ce principe de redevabilité, et c'est comme ça que nos sociétés se sont construites. Donc le problème de cet élément fondateur de nos sociétés,
c'est que y a des abus forcément de ce principe. L'auteur en évoque trois. Le premier, c'est la dette forcée. L'exemple concret, c'est quand on reçoit par exemple une fleur dans la rue, on se sent obligé derrière quand la personne nous demande par exemple, je sais pas, de faire un don pour une association ou de faire un don pour une secte, c'est un des exemples de l'auteur. On se sent un peu obligé, on a reçu la fleur, on l'a prise, on la voulait pas forcément, mais maintenant qu'on l'a reçue, on se sent obligé de donner 2 euros, 3 euros, ce genre de truc. Deuxième abus, c'est l'échange inéquitable. Lorsqu'on reçoit, on a tellement envie de se débarrasser du sentiment de redevabilité qu'on est prêt à donner plus. Et enfin, le troisième principe, c'est celui de la concession réciproque. Alors la concession réciproque, c'est assez fou parce que c'est un principe qui est très vrai et qu'on a tous, je pense, expérimenté dans notre vie. C'est quand quelqu'un va nous demander une grosse requête pour en fait obtenir une petite requête. C'est une technique classique d'influence et de manipulation. Et l'auteur prend l'exemple d'un scout par exemple qui vient en proposant un calendrier de scout à 15 euros. La personne va dire ah non, je suis désolé, j'ai pas envie de t'acheter ça. Mais c'est très dur en fait de dire 2 fois non. Donc le scout derrière va dire ok, bon, vous voulez pas m'acheter de calendrier, mais est-ce que vous voudriez pas m'acheter ces 3 barres chocolatées pour seulement 3 euros? Et là derrière on va dire bon, j'ai déjà refusé une fois le calendrier, je peux, 3 euros c'est quoi? C'est pas grand chose à côté des 15 euros qu'on me demandait au début. On a l'impression en fait, de participer au choix, de participer à la décision, de participer à ce qu'on reçoit à la fin, parce qu'on a eu une influence dessus en disant non une première fois, donc on se sent obligé d'acheter et on va se retrouver avec des barres chocolatées qu'on paye 3 euros alors que ça vaut 50 centimes au supermarché. Le troisième principe, c'est celui que l'auteur appelle engagement et cohérence. Ce principe en fait va nous pousser à agir de manière à toujours justifier nos prises de position et nos décisions antérieures. On accorde énormément d'importance à la cohérence dans nos sociétés et l'inconsistance c'est quelque chose qui est très mal vu et qui est souvent critiqué. Et la cohérence, encore une fois, c'est comme le principe de réciprocité, c'est quelque chose qui nous pousse à être dans le confort parce que c'est simple, on a juste à agir en cohérence avec nos décisions antérieures. Donc on n'a pas à se poser 10 milliards de questions, on n'a pas à analyser tout ce qu'on voit autour de nous, on a juste à se demander est-ce que je suis en cohérence avec ce que j'ai fait avant. Et donc c'est pour ça qu'on va en fait agir toujours de la même manière en respectant ce principe-là. Et alors là, ça, c'est l'exemple, je crois que c'est un des exemples préférés de ce livre. L'auteur nous parle du fait que en janvier, il s'est rendu compte que tous les ans, en janvier, il croisait son voisin qu'il voyait jamais dans un magasin de jouets. Et puis il s'est dit mais pourquoi est-ce que je le croise qu'une fois par an? C'est toujours en janvier à ce moment-là. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait en janvier, qu'est-ce qu'il allait faire dans ce magasin en question? Il allait acheter un jouet que son fils lui avait demandé. Et alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il n'achetait pas à Noël, pourquoi il n'a pas acheté à Noël ce jouet. Et en fait c'est un de ses amis qui était vendeur dans un supermarché lui a expliqué que c'était une technique classique des magasins de jouets. Ce qu'ils font c'est qu'ils font passer une pub en boucle à la télé sur un tel ou tel jouet. Donc je sais pas, j'ai une petite soeur, donc les poupées LOL par exemple. Ils vont afficher plein de pubs là-dessus, donc les petits vont être matraqués par ça. Donc ils vont écrire une liste au Père Noël avec ce jouet-là en question. Ils vont demander à leurs parents est-ce que tu pourras m'acheter ça, etc. Les parents vont dire oui, t'inquiète, je te le prendrai. Et donc du coup, ils sont engagés entre guillemets en disant à leur enfant qu'ils vont acheter le jouet. Les magasins de jouets vont simuler entre guillemets une rupture de stock, ou certains magasins vont en tout cas simuler cette rupture de stock. Donc la personne, le père, ne pourra pas acheter ça à Noël. Et il va se retrouver donc après Noël avec son enfant qui va lui demander papa, merci pour ce cadeau-là, mais tu m'avais promis que tu allais m'acheter une poupée LOL, tu me l'as pas acheté. Et là, du coup, le père va se dire bon, il faut que je sois quand même cohérent parce que c'est une valeur que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Je me suis engagé là-dessus, je suis obligé de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'en janvier, beaucoup de gens vont racheter ces jouets-là qui ont été réapprovisionnés comme par hasard dans les magasins de jouets et qui seront vendus à ce moment-là en janvier. C'est un moyen de faire du bénéfice pour les magasins de jouets. Je trouve que c'est très astucieux et très, très vicieux. Donc, voilà, donc l'auteur évoque le fait que l'engagement, c'est quelque chose d'important et que l'engagement public, c'est quelque chose qui vous pousse à tenir vos positions derrière. Donc souvent, les gens qui veulent vous influencer, vous manipuler, vont vous pousser à vous engager publiquement. C'est le cas notamment des Chinois lors de la guerre, avec les prisonniers américains qu'ils avaient. Les Chinois poussaient en fait les Américains à écrire ces lettres-là. Pas les pousser, ils les obligeaient pas, mais ils organisaient des concours où il y avait par exemple des cigarettes à gagner ou alors des couvertures, ce genre de trucs, des petites récompenses pour pousser les Américains à écrire progressivement des choses anti-américaines, comme c'est vrai qu'aux États-Unis c'est pas si parfait,
mais la Chine c'est quand même pas bien non plus. Donc au début il prenait juste position un tout petit peu contre les États-Unis, et ensuite ces lettres-là étaient lues publiquement devant tous les prisonniers, et il y avait des prix qui étaient remis, etc. Et progressivement les Américains devenaient de plus en plus critiques vis-à-vis de leur système, et c'est une technique qui a extrêmement bien marché, et c'était l'engagement public en fait qui faisait que une fois qu'on savait que telle personne, tel prisonnier avait dit ça, le prisonnier voulait se tenir à cette position-là, et progressivement ils ont réussi à faire complètement à faire basculer des Américains complètement contre leur système et à adopter le système chinois grâce à ça. Mais par contre, ils ne mettaient pas des récompenses trop élevées, donc c'est pour ça que je dis qu'il y avait des cigarettes ou des couvertures, parce qu'ils voulaient que les Américains aient l'impression que ça venait vraiment d'eux-mêmes et qu'ils ne faisaient pas ça pour la récompense. Et donc là, l'auteur montre qu'à partir de petits engagements, on peut finalement changer l'opinion qu'on se fait de soi-même, parce qu'en fait, c'est les actes qui sont déterminants, c'est les actes qui nous définissent, et donc en agissant de telle ou telle manière, et en ayant l'impression que c'est nous-mêmes qui avons voulu agir de telle ou telle manière, on va progressivement changer l'opinion qu'on se fait de soi-même, et donc changer notre état d'esprit sur telle ou telle position. Le troisième principe, c'est donc la preuve sociale. L'auteur commence par une citation de Walter Lippmann qui dit lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Donc c'est à méditer, c'est une belle citation. L'auteur nous dit en fait que lorsqu'un grand nombre de personnes fait quelque chose, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est vrai qu'encore une fois, comme pour la réciprocité ou l'engagement et la cohérence, c'est un peu une situation de confort pour notre esprit de se dire ok, tout le monde agit comme ça, donc c'est la bonne manière d'agir. Parce que dans 95% des cas, c'est vrai, ça va être ça. Et en fait, il y a des cas particuliers, même pas mal de cas quand même, où les gens vont pas agir de la bonne manière, mais nous on va se dire bon, on suit parce que c'est dans 95% des cas, c'est toujours faire comme les autres, ça marche toujours à chaque fois. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à agir sous l'effet de la preuve sociale entre guillemets. L'exemple d'un abus un petit peu de ce système-là, de ce principe-là, c'est des queues artificielles qui sont simulées dans les boîtes de nuit, devant les boîtes de nuit. Les videurs vont faire exprès, même s'il y a de la place à l'intérieur de la boîte, de faire attendre les gens pour qu'il y ait de l'attente qui se crée et pour que lorsqu'on passe dans la rue, on ait l'impression que ce soit l'endroit où il faut aller. Il y a de la queue, donc ça veut dire que tout le monde veut y aller, donc on a l'impression que c'est vraiment un endroit pour... attendre, c'est la chose qu'il faut faire, donc on a l'impression que c'est l'endroit où il faut aller. Et c'est une petite technique d'influence et de manipulation classique utilisée tous les soirs par les boîtes de nuit. Le globo, on vous a vu. L'auteur évoque deux principes là-dessus, sur ce concept-là. Le premier truc, c'est le concept d'ignorance collective. C'est lorsqu'on n'est pas sûr de nous, on va observer les autres pour déterminer le comportement à adopter. Et en fait, il y a des cas où personne ne va vraiment savoir comment réagir, donc personne ne va agir et il va rien se passer. C'est le cas notamment des AVC dans la rue. Donc il y a eu des études qui ont été faites avec des simulations d'AVC dans la rue. Et en fait, lorsque quelqu'un tombe dans la rue et fait un AVC, par exemple, quand les gens ne savent pas comment réagir, ils vont toujours regarder autour d'eux comment agissent les autres gens. Dans beaucoup de cas, les gens n'agissaient pas du tout. Il y avait l'impression que les gens n'étaient pas du tout intéressés et un peu passés à côté volontairement. C'est juste qu'il y avait un concept d'ignorance collective qui faisait que personne n'osait agir parce qu'ils voyaient que les gens autour d'eux n'agissaient pas non plus. Alors la solution que donne l'auteur à ça, c'est lorsqu'on sent qu'on va faire un AVC ou lorsqu'on voit qu'on va se faire agresser, on désigne quelqu'un en disant « Hé, vous, la personne avec le pull bleu et le sac rouge », comme ça la personne se sent concernée. Excusez-moi, je vais faire un AVC, appelez le 911, appelez les urgences. Et donc dans ce cas-là, la personne va se sentir concernée, elle sait qu'on parle à elle, qu'on lui parle directement, donc elle va se sentir obligée d'agir et donc elle va appeler l'ambulance ou ce genre de choses. Deuxième principe, toujours dans ce concept de la preuve sociale, c'est la similarité. L'auteur nous explique qu'on est plus disposé à suivre l'exemple d'un individu qui nous ressemble. Là, il donne un exemple qui est très frappant aussi, c'est son fils qui avait peur de nager sans brassard, vers 3 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc il a testé tous les trucs, il l'a amené à la piscine, il avait vraiment peur de l'eau son fils, donc il l'a amené à la piscine, il l'a amené avec un prof de natation qui l'a fait venir à la maison plusieurs fois, etc. Et impossible, l'enfant était terrorisé par le fait de nager sans brassard. Et puis un jour il laisse chez des amis pour l'anniversaire d'un de ses potes, d'un des potes de son fils, et puis il revient le soir et puis il voit son fils en train de sauter dans l'eau comme ça. Alors il court pour voir son fils en disant merde, il sait pas nager sans brassard, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, là, il voit qu'il remonte à la surface et qu'il nage tranquille avec son pote à côté. Et en fait, comme son fils a vu que ses deux, trois autres potes du goûter
qui avait 3 ans également, savait nager sans brassard. Il s'est dit, bah, s'ils y arrivent, moi aussi. Et puis c'est comme ça qu'il s'y est mis. La solution que donne l'auteur pour lutter contre ce principe-là, c'est tout simplement de prendre du recul. Donc c'est assez facile à dire, mais très compliqué, je pense, à appliquer. Et voilà, se demander pourquoi est-ce qu'on va acheter tel ou tel produit, ou pourquoi est-ce qu'on agit de telle ou telle manière en continu. Le quatrième concept qu'évoque l'auteur, c'est la sympathie. On a tendance à plus écouter et être influencé par des personnes que l'on trouve sympathiques. L'auteur donne 5 facteurs qui nous font trouver quelqu'un sympathique. Et vous allez voir, c'est assez flippant parce que c'est vrai et c'est un peu absurde, mais je pense que si on prend un peu de recul et qu'on essaie d'analyser notre vécu, etc., c'est assez vrai, je pense. Le premier principe, c'est l'apparence physique. On a tendance à attribuer des qualités à une personne que l'on trouve belle ou qu'on trouve attirante. On a tendance à lui attribuer beaucoup de qualités comme l'honnêteté, comme le talent, l'intelligence, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Deuxième principe, c'est la similarité, on en a déjà parlé, c'est le fait de s'identifier à la personne. Ça va jouer un impact aussi sur le fait qu'on trouve quelqu'un sympathique ou non. Le troisième principe, c'est les compliments. Même si on sait qu'ils sont faux, ça a quand même un impact sur nous et ça a quand même un impact sur la prise de décision et sur le fait qu'on trouve quelqu'un sympathique ou non. Le quatrième principe, c'est le contact et la coopération. Le fait qu'une personne pense la même chose que nous va nous toucher, on va se dire ah, cette personne est comme nous, etc. Donc on va, encore une fois, comme pour la similarité, on va se faire un petit peu avoir par le contact et la coopération. Le cinquième, c'est le conditionnement et les associations. On va, sans faire exprès, en fait, associer les gens à la nouvelle qui nous apporte ou à un événement qu'on vit en même temps qu'on voit cette personne. Exemple très, très bête, moi qui me paraît limite un peu exagéré, mais c'est vrai, il y a des exemples dans le livre. C'est les présentateurs météo sont souvent accusés lorsqu'il y a du mauvais temps et ils reçoivent apparemment des lettres de personnes âgées pas que des personnes âgées je pense, mais dans le livre c'était ça, de lettres de personnes âgées qui leur disaient il y a eu le mariage de ma fille ce week-end, il a fait mauvais, je vous déteste, j'espère que vous allez mourir, ce genre de truc. Et donc souvent on a tendance à associer, lorsqu'une personne nous annonce une mauvaise nouvelle, malheureusement on va associer la personne à la mauvaise nouvelle et c'est un principe qui marche très bien, qui est très efficace. C'est pour ça que notamment des marques de publicité par exemple vont prendre des acteurs comme je sais pas Dr House par exemple qui est docteur, je pense que ça peut être, je sais pas si ça a déjà été fait ou pas, mais Dr House qui est docteur, on va les faire une pub pour des médicaments et pour je sais pas, pour un truc de vitamine C. Bah, les gens vont se dire waouh, Dr House c'est un docteur de ouf et tout, donc ils vont acheter des trucs sans faire exprès. Et même s'ils sont conscients que c'est pas vraiment un docteur, ça va quand même, le côté docteur va quand même jouer là-dessus. Comment résister à ce principe-là? Comment ne pas se faire avoir, ne pas se faire influencer et manipuler? L'auteur conseille de se poser la question, lorsqu'on éprouve de la sympathie trop rapidement pour quelqu'un, de se dire ok, ça fait 5 minutes que je connais cette personne, j'éprouve beaucoup de sympathie pour lui, est-ce qu'il n'y a pas un truc louche? On ne veut pas remettre en question les liens sociaux, etc. On ne veut pas que les gens soient suspects envers tout le monde, mais c'est juste, quand c'est trop rapide, juste se poser la question. Après, la personne peut être juste très sympa et pour de vrai, quoi. Mais juste se poser la question pour être sûr qu'on n'est pas face à quelqu'un qui va nous manipuler ou nous influencer. Le sixième principe, c'est la rareté. On a peur en fait de perdre ce qu'on a. On a peur de perdre ce qu'on a et dans une vente, un appareil qui est de plus en plus désirable quand il n'est pas disponible. Ça, vous l'avez bien vu, c'est sur Amazon par exemple, le fait de dire 2 exemplaires restants, on se dit waouh, l'objet est demandé, il en reste que 2, c'est rare, vite, faut que je le prenne. Et ce principe psychologique, il est utilisé partout et tout le temps en marketing, c'est le fait de nous faire croire qu'il y a presque plus de produits, qu'on achète quelque chose de rare, qu'on achète quelque chose d'unique. Ça nous pousse à vouloir acheter. Donc l'auteur évoque un concept qu'il appelle la réactance psychologique, qui en fait le principe que lorsque notre liberté est restreinte, on a encore plus envie de cette chose, de la chose dont on nous a privés. C'est pour ça notamment qu'en politique, les politiciens préfèrent ne pas accorder trop de liberté, parce qu'ils savent que s'ils accordent une liberté, ils ne pourront plus jamais revenir dessus. Parce que s'ils accordent une telle ou telle liberté, derrière quand ils vont vouloir l'enlever, il va y avoir cet effet de réactance psychologique qui va faire qu'on va encore plus désirer ce truc-là. C'est notamment le cas avec la prohibition aux États-Unis, ça a été tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a interdit l'alcool, d'un coup les gens vont se dire on nous enlève une liberté, il faut qu'on consomme de l'alcool, etc. Donc on se met limite à défendre un truc qu'on ne défendait pas avant et à se mettre à boire plus d'alcool volontairement parce qu'on veut casser ça. Comment résister à ce principe-là? L'auteur nous conseille de tout simplement adopter une position un peu plus raisonnée
et de se demander si on veut faire telle ou telle chose parce que on le veut vraiment, parce que c'est utile, ou c'est parce que c'est rare et qu'on se fait avoir. En conclusion, ce livre, vraiment, moi, je l'avais déjà lu il y a 3-4 ans, ou un peu plus, peut-être 5 ans, et il m'avait frappé, je me rappelle à ce moment-là. Et puis en 5 ans, j'ai eu le temps de l'oublier, donc là, je l'ai relu en janvier et je me suis repris une claque. Ces 6 principes psychologiques, vraiment, on les voit au quotidien, et c'est ça qui est fort dans ce livre, c'est que quand tu vas lire le livre, tu te rends compte que tu vas facilement te mettre à la place de l'auteur, et ça va faire écho avec des moments de ta vie que tu t'es fait influencer, manipuler, ou tu as influencé et manipulé des gens, sans t'en rendre compte en jouant sur ces principes-là. Et c'est une très bonne initiation à la psychologie, je pense, sociale. Et puis, du coup, tu fais bien attention après. Et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Voilà, donc j'espère que ce petit résumé, c'est mon premier, donc je ne sais pas comment ça va rendre, mais j'espère que ce petit résumé sera digeste et te donnera envie de lire le livre complètement, parce que je t'ai résumé rapidement, mais il y a beaucoup plus d'exemples, etc. dans le livre forcément. Donc je te conseille de le lire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera à être référencé, etc. À t'abonner, ça serait cool aussi. Et ciao ciao et à bientôt pour